Et nous expliquer comment est-ce qu'on peut diminuer l'état psychologique souffrant de ce qu'on peut souffrir dans certaines expériences de vie, et puis qui tiennent compte évidemment de même l'aspect physique. D'une façon générale, la souffrance physique, ça se vit dans le physique, puis c'est nécessaire que ça se vive à ce niveau-là. Mais en général, dans une société comme la nôtre, la souffrance ne se vit pas vraiment à ce niveau-là. Elle se vit plutôt au niveau des systèmes de valeurs, puis des sensations de ne pas avoir le plein contrôle de ce qu'on veut dans la vie. Et puis, quand on n'a pas le contrôle, ben c'est qu'on a généralement l'impression que ce qu'on veut ou ce qu'on cherche à aller chercher dans l'extérieur ou de ce qu'on veut être de soi-même, donc dans l'aspect intérieur de nos ressources, ben c'est pas en harmonie avec l'environnement. Fait qu'on veut des choses que les autres ne veulent pas nous donner facile, ou on se demande des choses à nous-mêmes qui sont souvent reportées dans le temps, qui ne sont pas accessibles dans les médias. C'est sur cette nature de souffrance-là que je vais mettre plus l'accent, bien comme je vous ai dit que la souffrance physique est également un élément qui se traite mentalement, là, en dehors des médecins et ces choses-là, mais je vais mettre mon focus sur la souffrance à caractère émotionnel et puis à caractère intellectuel, mental, les systèmes de valeurs. Quand on parle des origines de la souffrance, qu'est-ce qui nous fait souffrir? Un des aspects de la souffrance qui est le plus aigu, c'est les attentes. Quand on est placé dans les rapports entre l'ego et ce que la vie a à nous apporter ou ce qu'on a à apporter dans notre environnement, on est souvent confronté à du temps. Puis une des plus grandes dominations qu'un être peut vivre sur sa personne, c'est attendre. Attendre signifie automatiquement contenir un mouvement qui ne se produit pas. Ça suppose aussi attendre une ressource qui est nécessaire pour pouvoir s'exécuter, qui met comme presque au défi nos compétences ou une certaine intelligence. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de savoir et de ne pas pouvoir faire. Quand on sait comment faire une chose puis qu'on n'a pas les ressources ou les moyens pour pouvoir s'exécuter, on vit du temps et c'est souffrant. C'est pour ça que quand les gens recherchent à connaître le futur, pour moi-même, avoir passé une bonne partie de ma vie à avoir fait des prévisions, des prédictions, il y a beaucoup de gens qui venaient et je me demandais pourquoi que c'était si urgent pour eux autres de se faire une prévision. Et je me suis rendu compte qu'il y a très peu de gens qui supportent le temps de l'avenir, et puis ont besoin d'une affirmation venant d'une autre personne qui dispose d'une grande certitude dans son affirmation pour lui mettre un cataplasme sur leur souffrance, sur le malaise qu'ils ont. Somme toute, l'attente, il n'y a pas personne qui aime ça vivre ça, c'est sûr. Parce que c'est, comme je l'ai dit, l'élément le plus dominant dans la vie. Quand un être est désarmé devant l'avenir, quand une personne souffre de ses pensées, il souffre toujours dans quelque chose qui impose du temps, qui est lié à du temps. C'est sûr que les gens disent tout le temps, ouais, mais la plus grande souffrance, c'est le corps. Oui, mais dans le corps, avant que ça se rende au corps, il s'est passé quelque chose. T'as pas un accident par hasard, t'as pas une maladie par hasard, t'as pas un vieillissement par hasard, t'as quelque chose qui s'est usé à attendre. T'attends, disons, t'es en affaires, t'attends des clients, t'attends des résultats, t'attends que les autres répondent à quelque chose que t'offres, t'attends parce que tu demandes quelque chose qui vient pas. C'est toujours une situation où, à un moment donné, ton émotif est agressé par le temps, agressé parce qu'il y a une attente. Donc, c'est important de comprendre que la grande souffrance mentale de l'être, et éventuellement physique, parce que ça descend dans le corps, c'est le temps. Si les gens me demandaient comment ça se passe avec les extraterrestres, s'ils sont capables de vivre 100 ans, c'est parce qu'ils ont fait abstraction du temps quelque part. Ils n'ont pas de monde dans le bras. Ils n'ont pas de Swiss Watch, là. Fait que c'est sûr que nous autres, sur la planète, on vit beaucoup de ce qu'on appelle l'astral. Puis l'astral, si vous me demandiez de définir ce que c'est
c'est tout ce qui, dans le temps, n'a pas été répondu. C'est tout ce qui a été usé par le temps. Même l'astrologie va parler de Saturne comme étant le dieu qui a mangé ses enfants, qui mange les enfants par le vieillissement, par le temps. Par contre, on va dire, il faut du temps pour être mature. Il faut du temps pour être capable d'arriver à un résultat. Je vais vous changer la formule. Moi. Je vais vous dire, il faut que vous soyez en action pour être mature. Il faut que vous soyez en mouvement. Il faut que vous ayez de l'intelligence pour développer de la maturité. Et ça se mesure dans le temps, mais il ne faut pas penser au temps pour être mature. Tu pourrais mettre un individu assis sur une chaise pendant 40 ans à rien vivre, il va attendre, mais il ne sera pas plus mature à 40 ans. Donc, c'est pas vrai que c'est le temps qui fait vieillir ou maturer une personne. C'est faux, totalement. Ça va le faire souffrir pendant 40 ans d'être assis sur une chaise à rien faire, ça c'est sûr, mais il ne développera pas rien, parce qu'il n'aura pas vécu rien. Donc, qu'est-ce qui fait avancer ou qu'est-ce qui fait se développer un être? C'est pas le temps, c'est toutes les décisions, c'est toutes les actions qu'il a prises au cours de sa vie pour arriver à vivre en dehors du temps. Quand vous êtes dans l'action, vous sentez-vous le temps? Quand vos affaires vont bien, là, que l'argent rentre, puis que vous payez vos comptes, puis que votre chum, quand il vous dit « moi être là à 8 heures », il va être là à 8 heures, c'est clair et net que vous ne souffrez pas de temps, parce que vous pensez pas que... Vous allez même dire « ça passe vite, je sens pas le temps passer ». C'est évident, parce que vous ne vivez pas le temps, vous êtes dans un mouvement. Donc, la grande souffrance de l'être humain, c'est le temps. L'autre point qui vient avec ça, c'est le doute. Bon, je vous ai dit qu'il y avait 3 éléments là, qui étaient à l'origine de la souffrance. Bon, il y a le temps, ça va de soi, mais il y a aussi le fameux doute, puis éventuellement les problèmes relationnels, qu'on va parler plus tard. C'est quoi ça, le doute? Le doute, c'est tout ce que quand on ne peut pas le faire, on finit par se questionner à savoir si on avait à le faire. Vous avez quelque chose, vous êtes obligé d'attendre, vous allez vous remettre en doute. Pourquoi? Vous allez dire, bon, mais si ça se fait pas, c'est parce qu'il ne faut pas que ça se fasse. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas que ça se fasse. Ça veut dire que peut-être il faut que tu attendes. Tu es en plein été, tu t'achètes des skis, puis là, tu vas te remettre en question, savoir si tu as acheté les bons skis. Pourquoi? Parce que tu les as pas essayés? Parce que tu peux pas les mettre? Parce que tu peux pas mettre tes bottines puis aller le faire dans le sable, ça donne pas le même feeling que dans la neige? T'as un problème de quoi, là? T'as un problème de temps. Pourquoi remettre en question quelque chose qui va se faire plus tard, que tu es sûr qu'il va se faire plus tard? C'est qu'à un certain moment donné, tu ne contiens pas le temps. Et là, tu commences à questionner la validité de ton acte, donc de ta décision. Il y en a même qui passent pas aux actes, les autres, c'est pire. Ils réfléchissent. Ils vont, en dehors de l'action, ils vont penser faire quelque chose, puis parce que ça prend du temps, ils vont dire « Non, c'est pas bon. Ça n'a pas de rapport. Il n'y a aucune question qui se répond sur la base du doute qui est finalement lié au temps. Si le temps t'appuie, ça veut dire quoi, ça, le temps t'appuie? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est sûr à ta place quand tu doutes. Mais quand tu n'as pas de doute, puis tu es capable de contenir le temps, c'est quoi le pas de doute? C'est de la vision. Tu as une certitude qui est basée sur une vibration, pas basée sur la performance d'un résultat qui s'en vient dans 5 ans. Fait que tu vis une vision. De la vision, c'est ça. C'est une certitude qui est basée sur une vibration sans forme, qui te donne une parfaite autorité en dehors du temps. Même s'il y a du temps à passer, mettons 5 ans, le 5 ans question, il est pas long parce que tu y penses pas pendant 5 ans. Tu es sûr que ça va se passer. Fait que pourquoi y penser? Tu n'as pas besoin de réfléchir sur quelque chose qui est sûr qui va arriver. Tu sais, si moi je vous dis l'essence va être à 3 piastres le litre, il n'y a pas de peut-être là-dedans, c'est sûr. Donc, c'est sûr que tu ne conduiras pas le même type de véhicule aujourd'hui à 3 piastres le litre parce que les compagnies vont faire des véhicules qui vont être plus axés sur la consommation minimum, et puis nos habitudes de conduite vont changer, on va donner moins d'importance à la puissance telle qu'on le comprend aujourd'hui, il y aura des nouvelles technologies qui vont sortir, etc., etc., etc. C'est pas, il n'y a pas de peut-être, là, c'est une certitude. Il va en avoir de moins en moins de pétrole. On n'en aura pas indéfiniment à la quantité qu'on a aujourd'hui avec tous les besoins que les gens ont. Pourquoi commencer à penser que c'est pas vrai? C'est juste parce que c'est pas arrivé, parce que c'est pas dans le temps. Les gens vont dire, c'est bien important le timing. On t'a pas dit d'acheter de suite, mais tu peux quand même avoir une vision dans le futur de ce qui va se passer. Moi, j'étais avec des gens que faut développer des projets, que ce soit la bourse, que ce soit des structures de travail, que ce soit des structures de couple. Puis, tout ce que je vois que les gens souffrent, c'est toujours lié au temps. Le temps qu'il faut pour payer un compte, le temps qu'il faut pour que la compagnie se bâtisse une réputation, le temps qu'il faut pour poser des actes qui vont mettre
concrètement des perceptions aux acheteurs ou aux consommateurs vis-à-vis du produit ou du service que tu as à rendre. Moi, quand je fais des CD, je vous donne un exemple, là, si je fais des CD puis que j'ai à vendre des CD, il y a des CD qui sont bons pour un an, le style des prévisions pour l'année, c'est sûr que c'est pas bon pendant 10 ans. Puis il y a d'autres CD que je peux faire une centaine parce que c'est bon pour 10 ans. Puis dans 10 ans, ben ils auront été faits. J'aurais probablement plus besoin d'en imprimer parce que je vais en avoir fait suffisamment pour couvrir les 10 ans en question. Là, les gens vont dire, bah oui, ça c'est sûr. Mais oui, mais ça c'est sûr. Qu'est-ce qui est sûr? C'est sûr. C'est sûr parce que tu as une vision. C'est pas sûr parce que tu viens de le faire. Tu peux faire des choses, puis dans le temps, c'est pas adapté, c'est pas à pointer, ça n'a pas le timing qu'il faut pour le faire. Il y a beaucoup de choses que quand on le fait pour développer un dégagement du temps. Il y a des gens qui font des mouvements dans la vie simplement pour pas attendre. Ça donne pas le même résultat que quand c'est une vision. Si une personne est dans l'occupationnel, c'est ça que j'appelle, il s'occupe en attendant que ça change, c'est sûr que le travail qui est fait pendant que tu t'occupes, c'est pas un travail qui est productif comme une vision qui est full target, qui est full cible, qui est parfaitement ajustée à qu'est-ce qui est la dynamique. Il faut toujours que vous sachiez pourquoi vous faites les choses. C'est toujours important, pas de donner une raison pour donner une raison, là, mais c'est toujours important de savoir c'est quoi l'intelligence du mouvement. Moi, je parle souvent de l'intelligence du mal. L'intelligence du mal, c'est cette souffrance qui nous explique comment on s'adapte au rythme de notre environnement. Une personne seule qui vivrait d'une façon totalement autarcique, là, d'une façon, elle s'autogérerait, là, elle serait capable de produire sa bouffe, son logement, elle réduirait les coûts au minimum, le kit. Tu pourrais vivre avec, disons, mettons 500$ par mois. Mais une personne comme ça a un besoin minimum d'intervenir avec son milieu. Donc, on pourrait dire qu'elle n'a pas à attendre après personne. Si tu es capable de ne pas attendre après personne, tu n'as pas beaucoup de doutes dans la vie, là, parce que tous les facteurs de décision ont un impact immédiat, sont vérifiables dans l'immédiat et se dégagent de toute cette sensation d'inconfort que d'autres peuvent vivre par rapport aux décisions que vous prenez. Donc, la souffrance est réduite au max. Et puis, il y a à ce moment-là aussi, dans le prochain élément de relationnel, je vais parler de la souffrance relationnelle, il n'y a pas d'intervenant qui vienne modifier ta perception que tu te fais de toi-même à vivre comme ça. Tu n'as pas de gens qui vont dire, ben c'est pas correct ce que tu vis là. Tu vis rien ou qui va faire te questionner sur ce que tu fais. Donc, minimum d'attente, minimum de doute, minimum de pression relationnelle. On est presque rendu à zéro souffrance. Il va y rester quoi? L'ennui? L'ennui, si tu as de l'identité, tu connais pas ça. Tu peux pas t'ennuyer quand tu as de l'identité. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir de l'identité? Il faut être bien dans ce qu'on fait. Toute action qui est posée doit être parfaitement faite avec une conscience de c'est ça qu'il faut faire. Et que la personne peut rien vivre pendant 20 ans, dans le sens de ce que les autres peuvent comparer comme étant une expérience sociale à vivre, ou collective à vivre, ou d'impression à vivre. La personne limite les champs d'impression à ce qu'elle a besoin et non pas à ce qu'on lui dit de vivre. Puis là, à ce moment-là, il y a zéro souffrance. Bon, tu te dis, je n'ai pas le goût de vivre cette vie-là. C'est pour ça que vous souffrez aussi. Vous avez besoin de souffrance. Vous avez besoin de souffrance pour vous impressionner, parce qu'une impression, c'est souffrant. C'est impressionnant quand ça rentre, donc c'est une souffrance parce que tu manques de quelque chose qu'il faut que tu ailles te chercher. Après ça, tu as une performance à donner qui est souffrante pour t'accorder l'impression que tu cours après parce qu'elle t'a fait souffrir quand tu as rentré. Elle te fait souffrir pour atteindre le dégagement de l'impression par l'accession à l'impression. Puis elle te fait souffrir par la déception que tu pensais qu'une fois que tu atteins cette impression-là, c'est le nirvana, c'est le summum de tout, mais une impression, c'est extérieur à toi-même. Conséquemment, tout ce qui est extérieur à toi-même ne peut pas te donner une satisfaction à l'infini. Donc, elle a ce qu'on appelle un pic, un maximum, un effet maximum, puis elle a aussi un décrochage maximum, c'est-à-dire qu'à un certain moment donné, elle peut plus répondre à une soif de développement parce qu'elle a atteint son point ultime de développement. Donc, toute impression te permet un développement temporaire. Temporaire, ça veut dire encore là que c'est lié au temps, donc elle a son effet extérieur maximum, mais qu'une fois qu'elle a été absorbée à l'intérieur de ton mental,
bien là, elle se désagrège lentement. Toute forme est appelée à être détruite. Toute forme est appelée à être détruite. Oubliez-la pas, celle-là, c'est une grande phrase célèbre. Toute forme est appelée à être détruite. Qu'est-ce qui ne se détruit pas? La puissance du mental dans l'action. Ça se détruit pas. Parce que ça ne vient pas de vous. Ça vient de vous-même, ces plans, c'est-à-dire de votre source, donc de votre double, qui se met en connexion avec votre ego et qui utilise votre ego dans l'électrification qu'il crée dans vos corps jusqu'à sa mort, puis après ça, c'est réincarnation par-dessus réincarnation. Ça se détruit pas. Donc, de l'esprit, ça se détruit pas, mais ça brûle la forme. L'esprit rentre dans la forme, il va vous brûler tous les champs d'impression qui sont nécessaires pour vous faire comprendre c'est quoi votre identité. Puis votre identité, c'est ce qui peut aller dans l'impression, mais qui ne doit pas être affecté par l'impression. Donc, c'est sûr que quand vous avez de l'identité, vous pouvez rentrer dans n'importe quelle forme, donc conséquemment dans n'importe quelle impression, aller chercher la compréhension, l'assimilation, la digestion émotionnelle et vitale de toute cette impression-là, puis après ça, repasser à d'autres choses, à l'infini comme ça. Je dis qu'une impression ne vous donne pas satisfaction ultime. L'esprit, dans son mouvement à travers les impressions, ça, c'est satisfaisant. De toute façon, vous allez voir que les gens très intelligents qui se véhiculent dans la forme et qui ne vivent pas vraiment de doute vis-à-vis de la forme, c'est des gens qui se détachent de la forme. Ils vont rentrer dans une forme, exemple, ils vont s'acheter une super de belle auto, ils vont vivre une expérience de voyage extraordinaire, mais ils vont en parler, ils vont faire des choses qui les intéressent. Peu importe ce que ça coûte, il y en a avec d'autres, puis à un moment donné, ils passent à d'autres choses. C'est d'autres choses qui les intéressent. Peu importe ce que ça coûte, comment ça se passe. Mais il y a quelque chose, par contre, qui ne décroche pas. Vous prenez quelqu'un qui fait de l'argent, là. OK? C'est pas d'avoir de l'argent qui fait son trip, sa sensation de satisfaction. C'est sa capacité de générer. Une personne qui est en politique, c'est pas le pouvoir qu'elle a, qu'elle aime. Ça, c'est acquis, ça. C'est une impression déjà dépassée. C'est le pouvoir qu'elle n'a pas, qu'elle va aller chercher. Donc, c'est l'esprit qui est en mouvement, qui fait raffiner la perception du pouvoir, la perception du contrôle, la perception de toutes sortes de choses qui sont liées à son identité. Fait que vous voyez, c'est pas l'acquisition de quelque chose qui vous donne la satisfaction. C'est la lutte, le combat, je pourrais même dire la souffrance qui est occasionnée par ce mouvement vers quelque chose qui vous donne effectivement satisfaction. On en vient ensuite à la souffrance relationnelle. Bon, c'est sûr que la souffrance relationnelle, ça le dit, c'est tout ce qu'on attend des autres qui est appointé à ce qu'on offre, ce qu'on demande. On offre quelque chose, on s'attend à ce que quelqu'un le consomme. On demande quelque chose, on est consommateur, puis on attend à ce que quelqu'un nous l'offre à un prix qui est accessible, à un prix qui n'est pas juste financier. Là. Je veux dire, une personne peut dire, moi je voudrais me marier, disons exemple, ou je voudrais vivre un couple, puis il y a un prix à payer pour être en relation avec une personne. Un prix, ça veut dire une disponibilité, une compréhension des mécanismes émotionnels et psychologiques de l'autre pour pouvoir composer, s'harmoniser avec. Pourquoi quelque chose dans un relationnel fonctionne bien un temps et puis qu'après un certain nombre de temps, justement, ça devient souffrant? C'est parce que souvent, les gens se présentent comme une impression dans la vie de quelqu'un. On se présente dans une impression, puis au fur et à mesure qu'on consomme l'impression de ce que l'autre nous fait vivre, je dirais qu'on est moins neuf, dans le sens que si on est bien attaché à la forme, surtout que si on se présente puis qu'on est un avantage au niveau de la forme, ben belle femme, bel homme, beau capital dans le sens potentiel de travail, puis acquisition financière, etc. Si on se présente sur cette dynamique de forme-là, ben quand l'individu a brûlé la forme, il est obligé de rentrer dans un rapport d'esprit, c'est-à-dire un rapport de développement. Mais on est dans une société de consommation. Fait qu'on consomme les relations comme on consomme des hot dogs, des hamburgers. On consomme de l'impression, donc conséquemment, on est très vite sur, une fois qu'elle est consommée, on jette l'emballage. Si on jette l'emballage, ça veut dire que l'emballage n'a plus d'importance. Vous achetez un parfum, la bouteille est extraordinaire, mais quand la bouteille est vide, ça reste une bouteille vide. C'est le contenu qu'on voulait. On l'a consommé, le contenu. Fait que si on renouvelle pas avec une autre impression, ou si on ne recrée pas constamment de l'impression, la relation est morte. Qu'est-ce qui empêche de mourir une relation? Ben, c'est pas compliqué. C'est l'esprit qui entre les gens. L'esprit, c'est infiniment renouvelable. Écoutez, c'est pas compliqué. On est capable, avec de l'esprit, de vous faire vivre 250 incarnations.
200 incarnations, multipliez ça par 40 ans, mettons. 40 ans de vie consciente. Faites le total. Vous voyez que l'esprit, c'est, entre guillemets, généreux et que c'est capable de ne pas mourir, tandis que la forme, elle meurt tout le temps. J'ai jamais vu de forme à travers les siècles qui ne sont pas mortes. C'est devenu de la mémoire, mais c'est mort. C'est mort, donc, conséquemment, c'est rejeté. Rejeter signifie devoir renouveler. Donc, passez-moi une relation qui a de l'esprit, je vais vous la faire durer pendant des centaines d'années. On va même se faire des contrats pour se revoir dans une autre vie. Mais prenez-moi une relation de forme, que ce soit de couple, d'affaires, de quoi que ce soit, puis je vais vous montrer en combien de temps que la relation va s'éteindre, juste avec la façon de penser des participants. Dans la façon de penser des participants, il y a une horloge. Puis dans l'horloge, il y a une quantité d'heures, il y a une quantité de jours, il y a une quantité de semaines et même une quantité d'années. Et dès que les gens ont eu à vivre une expérience de plus et de moins, donc de satisfaction et d'insatisfaction, quand ça arrive au point neutre, la relation est terminée. Donc, qu'est-ce qui fait durer une relation? C'est que l'esprit est capable de reprendre des éléments ou prendre des éléments neufs qui n'ont pas été vécus, qui ne sont pas encore mis en développement, puis vont donner aux deux facteurs, les deux individus ou les deux groupes d'individus, des éléments assez dynamiques avec à la fois la colère qui développe la contenance et l'intelligence qui développe les solutions pour permettre à ce qu'il y ait suffisamment d'amour. Quand c'est des groupes, c'est plus de l'amour, c'est de l'harmonie, mais c'est la même chose, parce qu'harmonie et amour, c'est le même fucking game. Puis là, à ce moment-là, avec cette dynamique d'amour-là, il y a un énane, il y a un bonbon qui est suffisant pour permettre aux deux éléments de continuer à vouloir être ensemble. Parce que vouloir être ensemble, c'est pas juste une affaire d'intelligence puis de profit, c'est une affaire aussi de capacité d'harmoniser. Un être qui a des problèmes relationnels, il y a toujours des problèmes d'harmonisation. Quand vous réglez un problème relationnel, vous réglez ça avec de l'esprit. Vous ne pouvez pas régler ça avec de la forme. Tu ne peux pas acheter indéfiniment de l'ordre. Tu es obligé éventuellement de te mettre la main dans la pâte pour éliminer du temps. Parce que acheter de l'ordre, c'est équivaut à acheter du temps. Acheter du temps, c'est comme dire, bon ben là, t'es pas capable, mais je vais te payer pareil. Ou si t'es pas capable, je vais le faire à ta place. Ça, c'est acheter du temps. Acheter du temps, c'est de la souffrance. Quand vous dites « j'achète du temps », vous achetez de la souffrance. Vous achetez la souffrance de l'autre, vous vous mettez en situation de souffrance, vous vous placez en situation pour ne pas régler. Oubliez jamais, c'est pas l'âme qui règle les problèmes. L'âme vous met dans les problèmes. Elle vous met dans du temps. Elle fait reporter les choses le plus loin possible pour que vous souffriez le plus longtemps possible. Le seul élément qui peut vous amener de l'ordre dans du temps, donc dans des conflits relationnels, c'est de l'esprit. Et de l'esprit, c'est participatif naturellement. C'est jamais confrontant et c'est jamais en rapport de force avec quoi que ce soit qui touche l'avenir. C'est toujours en situation de solution. Qu'est-ce qui vous fait souffrir? Les autres, dans des imprévus, parce qu'ils ne sont pas harmonisés avec votre volonté. Vous allez me dire, ouais, mais on ne peut pas changer ça. Les autres sont responsables d'eux-mêmes. C'est ça. Vous avez tout compris. Vous ne pouvez pas changer ça. Donc, la solution, c'est de comprendre qu'on ne peut pas changer ça. Donc, on n'a pas à attendre que ça change. Quand tu comprends ça, que tu es bien en vie, tu comprends que tu peux pas changer ça. Le gars, il peut pas changer. La fille, elle peut pas changer. Qu'est-ce que tu veux comprendre de plus que ça? Ça veut pas changer. Tu fais pas d'effort pour que ça change. Tu laisses les événements intelligents, que tu travailles intelligemment, avec des décisions intelligentes, à ce que les choses changent. Quand ça change, pas de problème, c'est pas ta responsabilité, c'est les événements qui ont permis ça. Puis toi, tu t'insères dans un mouvement harmonieux qui est en changement, sur lequel l'esprit s'est mis à table pour pouvoir faire le changement qu'il faut. Donc, un problème relationnel, c'est encore un problème de temps, c'est encore un problème de doute, c'est encore un problème où il faut comprendre que c'est l'esprit qui run le show, que d'attendre, ça réglera jamais un problème. Ça veut dire, faut-tu pas attendre? Le point n'est pas dans l'affaire d'attendre ou pas attendre. L'affaire est dans le comprendre pourquoi ça attend, puis pourquoi que ça attend plus. Quand tu es prêt à l'acte, tu n'attends plus. Il y a quelque chose qui t'impulse, il y a une vibration qui t'impulse pour que ça passe à l'acte.
Bon, pour que ça passe à l'acte, il faut que ça puisse passer à l'acte, il faut que ça puisse être harmonieux. Il y a juste l'esprit qui peut savoir que c'est harmonieux. Parce que l'astral va toujours chercher à ce que ça soit polarisé. Il va toujours chercher à ce qu'il y ait un combat entre le bien et le mal, le vrai et le faux, pour qu'il entretenir le doute. Parce que dans le doute, t'engendres des événements qui prennent du temps. Plus tu doutes, tu décides de faire quelque chose, par exemple, tu as décidé de t'acheter un auto, là, tu as choisi le modèle, la couleur, fait que là, il ne te reste plus rien qu'à signer, mais là, le vendeur tombe malade, il faut que tu attendes 3 jours. Puis dans les 3 jours, si tu supportes pas le temps, tu vas te permettre de douter pour leur questionner ça, puis commencer à penser si tu ne devrais pas aller chez un autre vendeur. Regarde le maudit bordel que l'astral est capable de créer à juste te faire penser de changer parce que tu es obligé d'attendre 3 jours. C'est étourdissant. Là. Et ça, je pourrais vous en mettre des exemples, des expériences comme ça, c'est fascinant. Donc, la problématique de la contenance du temps, c'est un problème de doute, c'est un problème relationnel souvent parce qu'il y a des gens qui vont te faire mettre en doute. Et puis vous autres, vous avez à comprendre qu'il n'y a pas à attendre dans la vie. Il y a à trouver des solutions avec de l'esprit. Puis de l'esprit peut te faire attendre. Mais au moins, si elle te dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il faut que dans ta tête, ça soit pas de problème. Il faut que tu aies confiance que ce que l'esprit te dicte comme mouvement, c'est ça. Puis si t'es pas capable, ben là, tu souffres, puis tu souffres. Parce que c'est l'astral qui te ramasse. Puis l'astral, elle peut te ramasser comme ça jusqu'à l'âge de 100 ans. Puis tu vas être malade en chien, fitus moi, parce qu'il n'y a rien comme le doute pour pouvoir brûler une cellule, brûler un corps humain. C'est étourdissant. Okay. Quand on parle de niveau de souffrance, on parle du niveau de résistance qu'on met à se désimpliquer. Mais si je cherche la raison pourquoi je souffre, ou ça veut me faire souffrir, puis que j'ai une réponse, même si la réponse n'est pas bonne, je m'en fous, là. J'ai une réponse, je souffre plus. Fait que là, ils me disent, on voulait pas que tu donnes certains exemples que je me souviens plus d'avoir donné. Ils me disent ça, c'est correct, ça marche, je souffre plus. Je sais pas, ça n'a pas d'importance. Hey, je souffre plus. Mais le niveau de souffrance va être proportionnel à l'entêtement. Tu veux absolument que les choses se passent comme tu veux. Et là, il va y avoir une souffrance. Il n'y a pas de fond. Là. Puis il dit, c'est ça qui mène à la maladie et aux conséquences physiques comme les accidents. Il dit, c'est le niveau de résistance qui est tellement grand au niveau de l'opposition à la vibration qui fait qu'à un moment donné, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils te rendent ça dans le physique. Tu veux rien entendre, tu veux rien comprendre, on t'avertit. Il faut juste que tu sois malade pour comprendre. Est-ce que comprends-tu? Fait que ton niveau de souffrance, là tu vas dire, ouais, mais c'est une programmation. Oui, c'est vrai. Mais une programmation, ça reste juste une programmation. Hein? Vous n'êtes pas une programmation. Vous êtes de l'esprit avec une programmation, mais vous n'êtes pas une programmation. Moi, quand les gens me disent « je suis taureau » puis ils ont l'air à vivre ça comme une fatalité, ils se vivent comme s'ils étaient une programmation. Mais t'es pas ça. T'es de l'esprit qui a un âme programmée. C'est pas pareil. De l'âme programmée, ça meurt, ça. Là. L'esprit, non, ça meurt pas. Ça évolue tout le temps, de l'esprit. Fait que si vous vous voyez comme une programmation, vous allez sentir un blocage sur le plan psychique qui peut être extrêmement lourd à vivre. Parce que là, tu vas dire, ah ouais, je suis Verseau, moi je peux pas changer, je suis de même. Ah non, c'est pas vrai. Tu peux être Lion si tu veux, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, l'idée, souvent, c'est justement de servir la programmation pour se faire vivre des expériences qui nous permettent de devenir différents, tout en allant au bout de ce que le fameux programme nous demande d'aller. Il n'y a pas juste des désavantages à être programmé Verseau, Taureau, Scorpion. Là. Il y a aussi certains avantages, fait que tu bénéficies des deux. Mais ça ne t'empêche pas de visiter le monde des autres, là, d'autres qui ont d'autres programmations, pour pouvoir goûter un petit peu à quelque chose. Puis c'est une occasion pour chaque personne, quand ils visitent dans un autre pays, de voir comment que les gens vivent, mais ils vont pas juste voir qu'est-ce qui est le fun dans un autre pays, ils vont aussi voir ce qui est pas le fun. Quand tu vas en Haïti, tu vois pas mal plus d'affaires pas le fun que d'affaires le fun. Bon, fait tout ça pour dire que votre niveau de souffrance, il y a un certain aspect de la souffrance qui est contrôlable. Je parle en termes d'intensité de souffrance. Puis la partie qui est contrôlable, c'est la partie qui est annoncée par votre environnement ou par le contact. C'est sûr qu'un gars comme moi qui souffre, je peux toujours référer à eux autres tout de suite. Ça ne veut pas dire que je peux atténuer ma souffrance instantanément, mais ça veut dire que j'ai toujours une réponse à ce qui me fait souffrir. Comme là, tout à l'heure, là, quand j'ai vu ça, j'étais assez habitué avec eux autres
que plutôt que de commencer à gueuler, je vais tomber en mode de qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez me faire vivre? Je sais que vous êtes assez intelligent pour pas que ça soit de la perte. OK? Vous m'avez fait vivre de quoi? Et vous me faites faire comprendre pourquoi ça se passe. Tu comprends-tu? Donc là, ils vont me donner une réponse. Puis moi, avec les années, ou avec le temps, ou avec les expériences, ou avec toutes les preuves que j'ai, comme tout à l'heure, mon chat, ils m'ont dit fais faire le tour du bloc 2 fois, il va être sa galerie. Bon, ben, quand c'est ça, à un moment donné, c'est facile d'obéir. D'obéir ou de prendre, tu sais, cash, qu'est-ce qu'ils vont t'affirmer? Parce que là, à un moment donné, tu l'as la preuve. Bon, pour que les gens qui n'ont pas l'expérience du contact, le niveau de souffrance, ça va être atténué. Ce qui va être votre double, ça va être votre environnement. Il y a un environnement qui va vous dire, fais attention à ça, ou qui va vous parler, qui va vous envoyer une information. Ça peut être une petite phrase d'attitude, ça peut être une ambiance, ça peut être un climat avec lequel tu es, avec ces gens-là, qui diminue ton niveau de souffrance. Tu souffres de quelque chose, tu t'en vas à une place, puis tu souffres plus ou tu souffres moins. Il se passe de quoi là? Qui fait que toi, tu souffres moins. Tu te retournes tout seul, puis là, tu repars à souffrir. Non, mais tu sais, il y a bien du monde qui souffre parce qu'ils pensent que c'est eux autres qui souffrent les plus. Puis là, si tu me prends quelqu'un qui souffre plus que toi, ben tu souffres moins. Okay. Niveau de souffrance, c'est toujours un niveau mesurable. L'esprit ne mesure pas. Il fait vivre des choses. C'est pas une mesure. Fait qu'ici, à niveau, donc mesure, donc il y a réflexion sur ta souffrance, donc il y a résistance. Donc la résistance ou le niveau de souffrance est en fonction de ce que tu mesures. Conclusion, où est-ce que le niveau est le plus aigu? C'est quand il y a de la comparaison. C'est aussi aigu que tu compares. Je pense que 20 gars en béquille peuvent faire une course puis trouver ça drôle. Mais 19 gars bien d'aplomb à la Ben Johnson avec un gars en béquille, le gars en béquille va trouver ça très difficile à vivre. Fait que là, si tu dis au gars en béquille, tu devrais être avec ta gang, il va être encore plus souffrant. Parce qu'il va dire, ça y est, tu fais de l'élitisme, là. C'est pas qu'on fait de l'élitisme, parce que Christ est en béquille, puis nous autres, on est en jambes. Que la situation devient aussi aiguë que tu n'es pas dans le bon milieu. Tu ne souffres pas. Il y a des gens qui souffrent des choses que c'est pas souffrant pour les autres. Fait tu souffres, je sais pas, le gars qui flush une fille par fin de semaine, celui qui vient de vivre un divorce après 20 ans de mariage, il souffre le couple différemment de ce que l'autre vit, lui, quand il vit un couple par fin de semaine. Il va dire, écoute, tu te détaches, tu l'oublies, tu ne téléphones plus. Quand tu te rappelles, tu dis, je me rappelle pas de ton nom, puis toute l'équipe, là, tu sais. Là, je peux pas, ça fait 20 ans. Bon, dans la comparaison, il va y avoir quelque chose qui va être plus aigu. Mais en même temps que c'est plus aigu, c'est aussi une solution. Dans la comparaison, souvent, vous avez la solution de votre souffrance. Mais c'est là qu'est la souffrance. Fait que ça nous amène à dire qu'il faut souffrir pour se défaire de nos nœuds, de nos résistances. On souffre de ce qu'on résiste. Puis la résistance se bâtit sur la réflexion. Fait que si la souffrance se bâtit par la réflexion, ça veut dire qu'un individu qui réfléchit énormément ou qu'on force à réfléchir en le comparant à beaucoup d'éléments, tu sais, tu veux t'acheter une auto, puis tu compares 20 autos plutôt que 2, c'est beaucoup plus souffrant de trouver ton auto. Alors que si tu es dans l'esprit, tu ne cherches pas ton auto. On dit que c'est celle-là. C'est réglé. Si tu en vas dans un bac de char, là, il y en a 400-500, là, tu te promènes, puis à un moment donné, tu te tournes à gauche, puis il te dit c'est celui-là. Là, c'est pas une affaire de j'aime ça la couleur. C'est celui-là. Là. Que le niveau de souffrance, c'est selon la résistance. Je résiste, là, je vais trouver ça souffrant. Je veux pas. Puis à un moment donné, tu es obligé. Puis là, tu n'as pas le choix. Là, tu as un niveau de souffrance là-dedans. Puis tu vis du temps. N'oubliez pas, là, un des éléments les plus souffrants, c'est le temps. Puis le doute. C'est quoi être heureux? C'est pas souffrir. À ce temps, vous commencez à comprendre comment on souffre. Vous connaissez le fossé entre le bonheur et le malheur. Le monde vient de me voir, ils ont un problème. Au bout d'une heure, ils en ont un encore, mais il est moindre. J'ai fait quoi? Oui, j'ai fait voir des choses pour qu'ils attendent moins et qu'ils doutent moins.
Le relationnel, des fois, c'est plus compliqué parce que ça demande la tierce personne. T'sais, il faut l'autre personne pour pouvoir faire le tuning. Et quand tu rentres dans des affaires de couple ou d'association d'affaires, souvent, il faut que tu ailles les gens là. Parce que il y a plusieurs composantes qui rentrent en ligne de compte. Mais réduire les attentes puis éliminer le doute, c'est diminuer beaucoup la souffrance. Puis le niveau de souffrance. Des fois, tu ne peux pas éliminer la souffrance parce que la personne elle a réellement un nœud vivace, là, tu sais. C'est un gros nœud, là, tu sais. Puis un gros nœud, c'est un gros nœud. Fait que tu peux pas... Il y a des fois, le nœud, tu peux pas le défaire, il faut que tu le coupes. Puis la coupure, c'est tellement de souffrance que t'es mieux d'attendre que ça se défasse, ça se lousse un petit peu avant de faire la coupure. Comment tu traites le rejet? Tu l'expliques, tu le fais voir, tu l'analyses. Puis si la personne ne comprend pas le rejet, qu'est-ce qui reste comme solution ultime? Le vivre. Puis si la personne ne le comprend pas quand elle vit, parce qu'elle souffre trop quand elle vit, c'est d'y faire vivre puis d'y expliquer en même temps qu'elle vive. Fait qu'un confronté à un rejet, elle vit un très haut niveau de souffrance sur le rejet, tu lui fais vivre le rejet volontairement, OK? Puis tu lui expliques son rejet en même temps qu'elle souffre. Faut que tu tombes dans le bon temps. Tu peux pas faire ça parce que c'est une stratégie de l'ego. Faut que les forces te mettent en vibration pour le faire parce que tu vas avoir un méchant backlash. Ça, c'est comme vouloir réparer, enlever une aiguille d'une patte de chat. Faut pas qu'il te graffigne, là. Christ, t'as besoin de faire ça vite. Parce que t'as beau, il fait du bien, il fait du mal aussi. Est-ce que tu comprends ça? Fait que la correction d'un problème personnel, attente, doute, puis le niveau de souffrance qui en découle, est proportionnel à une résistance puis à un entêtement qui est fait par rapport à une condition. C'est comme genre, tu as peur de quelque chose, tu as tellement peur de te noyer que tu es prêt à étrangler ton coach là, qui est dans l'eau avec toi, tu es prêt à l'étrangler plutôt que de te laisser aller pour apprendre. Ben, je veux dire, la peur, elle devient, à un moment donné, là, c'est au-dessus de tes capacités. Fait que là, tu souffres, ça n'a plus de bout, là. Puis c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de fond à la souffrance. S'ils ne peuvent pas le changer quand c'est dans votre mental, ils vont vous emmener ça jusque dans le corps. Ça, c'est garanti, ça. Puis là, rendu dans le corps, là, le médecin qui va arriver vers toi, ça va être un assassin, tout va être un élément d'adversité. Tu ne seras même plus capable de coopérer pour te faire soulager de quelque chose. Parce que la souffrance, ultimement, ça rend fou. Là. Ça te désorganise tellement sur le plan mental qu'à un moment donné, tu n'es plus capable de fonctionner. Bon, on arrive à l'affaire du médiateur que je ne comprenais pas tout à l'heure, que là je comprends. C'est que le médiateur, il rentre dans l'affaire de la souffrance relationnelle. Tu as une personne qui a une certitude avec une personne qui a une conviction. Il faut qu'il y ait un élément médian parce que, mettons que la personne qui a de la certitude, elle est à côté sur sa certitude. Elle est une menace pour la personne qui a une conviction parce que la variante qui peut apparaître dans le fait de la conviction puis de la certitude fait voir à la personne qui est convaincue que l'autre a un élément d'intelligence qui la domine. C'est dominant de l'intelligence. OK? Fait que si de l'intelligence, c'est dominant, la personne va facilement interpréter, je parle de la personne convaincue, là, la personne qui est astralisée, elle va affirmer, puis elle va essayer de déstabiliser la personne sûre en lui exprimant qu'elle est dominatrice, alors qu'en soi, elle est dominante. Claude me parle, il me parle avec une dominance. Moi, je suis en dominance. Il est dominant. On n'a pas de tension. Il ne me domine pas. Il est dominant dans son affirmation. Je suis dominant dans mon affirmation. Puis on est capable de convenir dans nos dominances parce qu'on ne se sent pas dominé. Mais moi, je me sens ticu. Il est dominant. Moi, je suis convaincu. Puis là, dans mon convaincu, il comprend ma position. Puis il essaie de faire attention pour pas que je sois déstabilisé. Puis là, dans ma conviction, je voudrais qu'il plie, là. Je voudrais le voir à genoux, là, parce que je veux être meilleur, moi, là. Fait que là, lui, il fait pas ça parce qu'il est sûr puis il est dominant, puis en étant dominant, il écrase pas. Là, le fait qu'il écrase pas, j'ai dit qu'il est dominateur parce que je veux vraiment y montrer que c'est inclinable,
Puis là, il est tout à fait relax d'être plein de marde à mes yeux, parce que lui, ça bronche pas. Là, je commence, dans mon incertitude puis mon doute personnel, à agresser, au point que j'en fais un fou de ma personne, puis lui est toujours relax. Puis là, si j'ai pas un médiateur pour pouvoir, pas prendre sa défense, parce qu'il n'y a pas besoin d'être défendu par personne, mais juste faire voir à celui qui est convaincu que c'est une game. Si moi, je tombe pas avec le médiateur dans la compréhension que c'est une game, ça va être une guerre qui n'en finira plus, puis que lui est totalement victime. Il est victime de sa dominance. Mais il n'est pas dominateur. Mais il est perçu comme dominateur. Puis si le convaincu commence à faire des élections, commence à parler à 250 000 personnes que Claude est dominateur, puis que les personnes tombent dans le jeu de la conviction du gars, et lui, il est dans la merde parce que l'autre ne le lit pas comme il faut, puis il est obligé de devenir très dominant vis-à-vis de 250 000 personnes pour réellement mettre l'autre dans une condition de petit poids parce que l'autre ne décroche pas de l'impression qu'il y a d'être petit poids. Il a tellement peur d'être petit poids qu'il est obligé de se faire vivre son hostie de petit poids pour qu'il prenne son trou. C'est ça. Fait qu'un médiateur, c'est un élément dans les conflits relationnels qui va faire voir à l'élément conviction la gain. Fait que si vous êtes deux convaincus, donc deux qui sont pris dans des conflits de système de valeurs, il faut un médiateur qui est neutre. Ça, c'est pas évident. Parce qu'un médiateur, s'il est convaincu lui-même, vous risquez de vous mêler à 3 systèmes de valeurs ou à 2 qui sont communs puis qui sont contre l'autre. Fait qu'il faut vraiment que ce soit un élément neutre. T'as ce comprends-tu? L'autre élément, j'ai 28 minutes là. L'autre élément qui semble apparaître, c'est perception versus vibration. Se percevoir dans une souffrance, c'est bon juste pour faire un constat. Mais faut pas, moi je dis souvent, il ne faut pas se plaindre. OK? Se plaindre, c'est commencer à réfléchir sur la responsabilité de la souffrance. Oups, je sens que je vais souffrir là. Si on est tu assis sur un coin de table et tu tombes à terre, tu te casses la colonne, tu es 5 ans sans travailler, puis si tu mâches, tu croches, tu peux te suicider tout de suite, hein? Ça, c'est se percevoir. Tandis que la vibration, tu dis, oups, faut pas que je fasse ça. Dans une perception, il y a une analyse, il y a une étude intellectuelle. Il y a une sorte de rencontre entre ton passé et ton présent qui cherche à continuellement donner une valeur ou à dévaloriser quelque chose. Fait que vous êtes dans une émotion, vous souffrez, vous remarquez que votre émotion est aussi intense que la valeur que vous avez à confronter à un autre système de valeurs. Tu enlèves la valeur que tu te donnes, puis tu défais l'importance que tu donnes à l'autre valeur, puis là, la paix commence à rentrer. Ça ne veut pas dire que l'événement est diminué, mais déjà, tu as une autre approche de ta souffrance dans ton rapport avec l'autre. Parce que dans la vibration, il n'y a pas d'analyse. Il n'y a pas de recherche du vrai. Dans une vibration, il y a ça. That's it. Il n'y a pas de « j'avais raison », il n'y a pas de « tu devrais comprendre telle affaire », il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de violence verbale, il n'y a pas de rien qui impose une mémoire dans une vibration. Donc là, quand ça revient en vibration, on oublie tout. Mais j'ai remarqué qu'il fallait aller au bout d'une perception. Fait que moi, je prends quelqu'un qui veut s'engueuler, puis asti qu'on s'engueule. Mais là, on brûle tout le vieux stock, le vieux bois, le vieil inventaire de kérosène. On brûle tout ça, là, puis on fait une flambée de la Saint-Jean écœurante. Puis le lendemain, là, 24 heures plus tard, faut que le feu soit rendu au centre. C'est sûr que si la personne a du gaz pour 2 semaines, ben là, il faut que tu te mettes à relais, là, parce que c'est fatigant. Mais une bonne engueulade, là, quand tu sais que tu vas arrêter de t'engueuler, c'est merveilleux. Mais une bonne engueulade qui bâtit une résistance, donc à un niveau de souffrance, ça, c'est dangereux. Fait qu'on va au bout de la perception. Aller au bout de la perception, c'est
donner une chance à la vibration éventuellement de passer. Tu m'arrives en consultation, tu dis, moi, je pense que je suis folle. Là, je suis là. Tu dis, hey, attention, on passe pour des fous. Tu dis, ouais, mais tu m'as dit que t'étais folle. Tu dis, Chris, on va passer tous les deux pour des fous, là. Ouais, mais fais pareil comme moi, comme ça, ils vont nous sortir en même temps. On pourra continuer la consultation. On va au bout de la perception. Puis ça, tu dis, ouais, mais je suis pas si folle que ça, si t'es fou de même. Moins folle que toi? Ouais, c'est ça, je suis moins folle que toi, donc tu supposes que tu es plus intelligente que tout à l'heure. Fait que là, on était au bout de la perception, on peut remonter. Vous n'êtes pas capable de faire ça, vous autres. Vous autres, la vibration, vous ne la laissez pas passer parce que vous êtes toujours dans une perception. Ou une espèce de lecture préfaite de qu'est-ce que vous êtes. C'est de savoir que tu joues une game quand tu es dans une société. C'est de savoir que tu joues une game. Puis c'est de savoir que la game que tu joues ne t'empêche pas d'être sa vibration. C'est quoi cette maudite vibration-là? Hein? C'est tout ce qui se passe quand tu n'es plus capable de penser. Quand tu n'es plus capable d'avoir une opinion de toi-même. Là. Quand tu n'es plus capable de dire « moi, je suis ça », là. Ou que tout ce que tu dis que tu es, ça n'a plus d'importance. Là, à ce moment-là, là, c'est là que la vibration rentre en ligne de compte. Puis tu es ce qu'ils veulent que tu sois. Être ce qu'ils veulent que tu sois, là, ça n'a jamais plus d'importance que l'action que tu poses. Être ce qu'ils veulent, les forces, être ce qu'ils veulent les forces, là, que tu sois, ça n'a jamais plus d'importance que l'action que tu poses. C'est que t'as pas d'importance, puis pour te faire comprendre que tu n'as pas d'importance, il t'enlève de l'importance au niveau de la mémoire pour te faire vivre l'importance juste dans l'action que tu poses. Fait que tu poses une action, ça a de l'importance à ce moment-là, mais ça n'a plus d'importance après. Et là, tu sais que sont là. Comprends-tu? Fait que l'action, l'importance est dans l'action, et pas dans ce que tu penses que tu es. Et dans ce qui se passe avec ce que tu es. Ça se comprend-tu? Eux autres, c'est pas des diplômes. Eux autres, c'est du mouvement, puis l'intelligence d'un mouvement. Fait que tout ce qui est intelligent dans un mouvement, c'est intelligent, mais c'est pas toi qui es intelligent. Toi, tu es un acteur qui est intelligent parce qu'ils veulent que ça soit intelligent. Puis tu fais partie de l'événement intelligent, mais c'est pas toi qui as le profit ou la crédibilité intellectuelle ou sociale de ça. Il faudrait que je sois capable, et disons, mettons qu'il me dirait, tu vas aller faire une conférence à l'ONU. Il faut pas que je m'inquiète, il faut que j'y aille, il faut que je le fasse en pensant que je vais rencontrer le monde qu'il faut au moment où il faut. Peut-être que je vais être obligé de m'engager pour laver les toilettes avant de me rendre sur le stage. J'ai aucune crise d'idée. Mais s'ils me disent qu'il faut que je le fasse, je m'en vais le faire dans la mesure qu'ils me le laissent faire. Fait que s'ils me le laissent pas faire, je reviens chez nous, puis je me suis rendu jusque-là. Point final. C'est pas dans l'importance de faire une conférence à l'ONU. Vous autres, c'est toujours au Québec qui est important. Moi, c'est toujours le chemin de me rendre qui est important. Les autres, c'est la propriété, la forme, en avoir plus que le voisin, puis c'est ça. Qu'est-ce qu'on aime de quelqu'un? La présence. Pas ce qu'il fait, la présence. Avec de la présence, on a le goût de faire quelque chose avec. Prends quelqu'un qui a du talent et qui n'a pas de présence, ça ne t'intéresse pas d'être avec. Parce qu'il n'est pas participatif. Mais la présence, ça vient de les années de petits gossages qu'il fait à arriver à se donner une discipline, puis une électricité, puis une contenance, puis c'est ça. Ça ne s'achète pas, ça. Il n'y a pas de combien ça coûte. Ça, c'est une affaire qu'il faut que tu fasses. L'argent n'achète pas ça. Un bon médecin, c'est pas un gars qui a suivi plus de cours qu'un autre. C'est celui qui s'est mis à étudier son cas, à étudier son malade, à étudier son patient, puis à être patient avec son patient. Puis à un moment donné, à 50 ans, là, c'est le meilleur médecin. Pourtant, il a suivi le même cours que l'autre, qui a copié ses examens. Puis, c'est ça.
Ça m'a dit ça passer à la chirurgie avec un gars qui a eu son doctorat en chirurgie en copiant. Moi non plus. C'est ça. Fait que c'est cet aspect-là qui fait qu'à un certain moment donné, tu as du respect pour quelqu'un. Tu n'as jamais de respect pour quelqu'un qui copie. L'identité, c'est une résultante. C'est pas quelque chose que vous voulez, c'est une résultante. Ça met tout ça ensemble. Arrêter de souffrir, vous allez avoir automatiquement de l'identité. Parce que pour arrêter de souffrir, ça demande de l'identité. Ah. Alors, c'est pas la résultante de. Ben, l'identité, c'est la résultante d'une capacité d'arrêter de souffrir. Ah, OK. La capacité que tu as de mettre fin à de la souffrance, ça demande de l'identité. C'est pas ça qui se passe, on souffre, mais l'objectif, c'est pas de venir souffrir. Ça, c'est ce qu'on subit. On subit de souffrir. Puis il faut arriver à, justement, plus souffrir. Puis plus souffrir, ça demande de l'identité. Tu vas souffrir tant que tu n'auras pas d'identité. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'identité, il a des problèmes avec son relationnel, il doute tout le temps, puis il est toujours en train d'attendre. Fait qu'il souffre tout le temps. Tandis que quelqu'un avec l'identité, il sait qu'il faut qu'il compose avec le temps, il sait qu'il faut qu'il élimine le doute, donc il se compose une certitude qui est basée par des mises en vibration, parce que la certitude, elle ne vient pas par l'intellect, elle vient par la mise en vibration, la capacité d'agir sur une vibration.